Imaginez, vous avez l'idée saugrenue de créer un aéroport flottant propulsant des avions à 300 km/h. La France l'a fait. Bonjour, bonsoir et salutations, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler du petit bibou qui est derrière moi, le porte-avions Charles de Gaulle. Oui, pour le faire rentrer, j'ai dû casser un mur, un village, parce qu'effectivement, il faut la place pour le faire rentrer. Et puis surtout, c'est que je l'ai volé et personne ne s'est rendu compte. Mais alors, d'où commence l'idée saugrenue de se réveiller un matin et en se disant, on va créer un aéroport flottant? Cette histoire commence avec le début de l'aviation des frères Wright. En parallèle de ça, les marines du monde se disent, mais attendez, prendre un avion, donc prendre de la démocratie, des briques et pouvoir littéralement se transporter où on veut dans le monde, ouais, c'est vachement utile, ça peut nous servir. Et le début de cette nouvelle technologie, à savoir les porte-avions, comment dire qu'au début, effectivement, elle est un peu beaucoup expérimentale. Les Américains ont pris leur croiseur, l'USS Birmingham, l'ont complètement rasé, transformé pour mettre une petite planche pour faire décoller un avion. Et ben spoiler, c'est passé quoi. Enfin vraiment les mecs, waouh. De l'autre côté de l'Atlantique, nos amis, nos alliés les Anglais, eux ils vont faire très simple. Ils vont aussi prendre un croiseur, mais au lieu de mettre une genre de plateforme pour que l'avion puisse décoller, non, ils ont mis un rail pour expulser l'avion. Et la première question qui vient à l'esprit est de dire, mais attends, si l'avion il expulse et qu'en retour il n'y a pas de petite plateforme pour pouvoir se poser, comment il récupère? Eh ben justement, il le récupère pas. Enfin, il récupère, mais il le récupère pas comme aujourd'hui en fait. Les Américains ont tout simplement mis des flotteurs sous l'avion. L'avion va devoir amérir, donc se poser sur l'eau, et ensuite après les mecs, ils vont le récupérer via une grue. Oui, c'est une technique plus que délicate parce que déjà, il faut amérir. Donc s'il y a de la houle, s'il y a beaucoup trop de vent, s'il y a des poissons, bon, l'excuse troisième est pas très crédible, mais il y a beaucoup trop de facteurs. Et c'est officiellement le 18 janvier 1911 qu'on a eu droit officiellement au premier appontage de l'histoire. Cependant, on est vraiment au balbutiement de la technologie, et notamment ça se voit où les Britanniques, quelques années après, vont faire un truc un peu spécial. Parce que pour se poser, il y a la tour de contrôle. Donc ça veut dire que les mecs, déjà que c'est compliqué, c'est nouveau de se poser, les mecs doivent faire littéralement une esquive pour pouvoir se poser. Non, mais en fait, c'est trop simple. Les mecs ont dit non, mais c'est beaucoup trop simple. On va littéralement embêter les gens. Bah oui. Ils vont malheureusement vite se rendre compte de leur bêtise quand le capitaine Edwin Harris Dunning ne va malheureusement pas réussir à freiner à temps et va passer par-dessus bord. À ce moment-là, nouvelle tactique, on va mettre une plateforme devant pour les décollages et ensuite une plateforme derrière pour l'atterrissage. Mais le pilote qui va se poser, imaginez juste quelques secondes que le mec, je sais pas moi, il se loupe, les freins ne marchent plus, il n'arrive pas suffisamment à freiner, ou il y a un vent de travers qui le propulse vers l'avant. Oui, sauf que vers l'avant, il y a la tour de contrôle. In fine, tu n'es plus obligé de faire une esquive, mais quelque part, si ça se foire, tu te la prends en pleine poire. Non, c'est pas agréable. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire après? Très simple. On enlève tout ça et là, on fait une petite planche. C'est en 1918 avec l'HMS Argus qui a été le premier porte-avions avec une forme contemporaine. Il préfigure la silhouette des futurs porte-avions. Oui, effectivement, et on dirait une planche à repasser, mais il ressemble quelque part un peu à lui. Alors, très éloigné, c'est un cousin très éloigné. Après la marmelade de 14-18, les nations ont compris l'intérêt stratégique d'avoir un porte-avions. Exemple tout bête, vraiment pris au hasard. C'est un exemple vraiment au hasard. Tu es un pays avec plein d'îles et que ces îles sont vraiment éparpillées dans le cosmos. Ils sont partout dans les villes, dans les campagnes. Mauvais souvenir, non, mauvaise ref. C'est vachement utile d'avoir un aéroport flottant qui peut se balader littéralement entre les différentes îles. La marine impériale japonaise entre l'ère des porte-avions avec le Hosho qui devient le premier porte-avions au monde construit dès l'origine comme tel. Car oui, effectivement, l'HMS Argus est le premier porte-avions à qui il ressemble avec lui. Mais l'HMS Argus n'a pas été pensé dès le départ pour être un porte-avions. Il a été pensé dès le départ pour être un paquebot, quoi. Malheureusement, c'est durant la marmelade de 39 à 45 qu'on a vu l'importance des porte-avions. Je dis malheureusement car on aurait pu utiliser tout cet argent pour faire des bisous. Ou à la limite, on aurait pu utiliser l'ordre 66 comme dans Star Wars et dominer la galaxie. Ah bah non. Du coup, le message de bisous que je voulais faire passer, déjà, je sais pas parler, donc c'est compliqué. En fait, non, le message passe pas. Non, je suis un peu débile, oui. Le 7 décembre 1941, l'attaque surprise de Pearl Harbor par l'aviation japonaise détruit une grande partie de la flotte américaine. Et cela démontre l'importance stratégique des porte-avions qui permettent de mener des raids dans la profondeur. Et puis, comment ne surtout pas parler de la bataille de Midway le 6 juin 1942, où on a vu l'un des plus grands affrontements aéronavals de l'histoire, malgré les deux marmelades de 14-18 et de 39-45, tout simplement, l'humain, il veut savoir encore qui est la plus grosse, et notamment, nous aurons droit à une comparaison entre qui est la plus grosse entre l'Est et l'Ouest. Et là, à ce moment-là, oui, on peut dire que c'est parti un peu en cacahuète, parce que les Américains, ils avaient le projet USS United States, un porte-avions qu'on a renommé Super Porte-Avions de plus de 300 mètres. Ouais, on commence à parler là un petit peu là. Mais l'apparition des bombardiers stratégiques, notamment le B-36, ont reporté le projet. Cela ne va absolument pas empêcher les Américains, quelques décennies plus tard, de créer l'USS Enterprise, un petit porte-avions
porte-avions de 341 mètres. C'est d'ailleurs le premier porte-avions au monde à être à énergie nucléaire. Non, parce que le pétrole, le mazout, c'est cool, mais déjà pour l'écologie, bah non, et d'un point de vue aussi distance et rayon d'action, c'est limité, et puis de toute façon, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, donc bon, le nucléaire, c'est mieux. Avec le nucléaire, c'est littéralement le bateau qui va rendre l'âme avant le moteur, hein. Dès à présent, vous allez me dire, c'est rigolo de parler des mangeurs de donuts américains, mais c'est quoi le rapport avec lui, avec le titre de la vidéo, avec la miniature? Je vous ai menti, je suis un trait, tu es un enculé. Oui, la France, dans son histoire, elle aussi, elle a eu droit à des porte-avions, comme le Béarn. Non, car les autres qui ont suivi, oui, officiellement, c'était des porte-avions, ça ressemble à des porte-avions, sauf qu'en fait, bah, ils n'étaient pas français du tout, quoi. Mais c'était des porte-avions qui ont été prêtés, loués à la France. Comprenez bien que pendant que nous, on est obligé de faire littéralement un crédit sur 45 générations pour se payer une Clio 5, les pays peuvent littéralement faire des prêts et louer un porte-avions. Venez, on devient un pays, on est 3000, là, on s'arrange, on fait un petit pays. Comme ça, on peut louer des porte-avions, c'est plus rigolo. Le bateau Lafayette, c'était en fait l'USS Langley. Par la suite, la France s'est dit, ouais, c'est cool d'avoir loué des porte-avions, mais d'un point de vue souveraineté, c'est pas tip-top. Alors, elle a décidé de créer ses propres porte-avions avec le Foch et le Clemenceau. D'ailleurs, le Foch, à la fin de sa vie, sera vendu au Brésil, qui le saborderont en 2023. Donc aujourd'hui, bah, il fait coucou aux poissons et l'écologie. L'éco quoi? L'éco-conduite? Oui, je connais. Écologie. Non, mais c'est has-been ce truc. Écologie? Connais pas. Maintenant, c'est bon, on va enfin parler du gros bateau derrière moi qui me fait les yeux depuis tout à l'heure car tout simplement, bah, il a papier. Bah oui, il n'y a pas d'eau, donc il va falloir qu'on accélère un petit peu parce qu'après il va se noyer tout seul. Alors on accélère. Le projet d'un nouveau porte-avions français né dans les années 70 pour remplacer les anciens zigotos de tout à l'heure. Mais la chose la plus importante, c'est que le porte-avions français reprend la logique américaine avec la centrale nucléaire à l'intérieur. Il peut traverser le globe sans problème. Une fois, deux fois, quatre fois, il n'y a pas de problème. Le navire est officiellement mis à l'eau le 7 mai 1994 avec un joli poids de 42 000 tonnes pour un coût global de plus de 20 milliards de francs. Alors les francs, j'ai pas connu, mais si on fait une conversion francs en euros, ça fait à peu près 3 milliards d'euros. Et encore dans le calcul, je suis gentil, je n'ai pas du tout compté l'inflation, hein. Oui, je suis d'accord avec vous que 3 milliards pour ce bébou, effectivement, c'est un peu cher. D'ailleurs, je le dis, le porte-avions Charles de Gaulle est le seul porte-avions en Europe, mais aussi le seul porte-avions en Europe nucléaire. Grâce à ces deux réacteurs nucléaires qui développent ensemble 83 000 chevaux. Cela fait juste 83 Formule 1 ou 83 multiplat. C'est pas grand chose. Par contre, ne vous attendez pas à une vitesse d'une Formule 1. La vitesse maximale atteint 27 nœuds, soit 50 km/h. Cela reste tout de même plus rapide qu'une voiture sans permis. J'ai envie de crever! Bref, d'un point de vue dimension, ça reste toujours cool de se comparer. Ce petit bébou fait une longueur de 261 mètres pour 46 mètres de largeur. Et c'est là aussi la différence comparée aux Britanniques, c'est que le Charles de Gaulle est un CATOBA. Catapult Assisted Take-Off But. Comment ils vont les oreilles? Ouais, l'accent anglais était parfait. Ouais, oui, je sais. Ouais, ça saigne, c'est normal. Maintenant, qui dit catapulte dit catapulter. Et qui dit catapulter, c'est avion qui va se faire catapulter. Ces catapultes sont capables de projeter une masse de 25 tonnes à 270 km/h en 2 secondes. Plus rapide qu'une Formule 1. Notre bébou peut emporter au maximum 40 aéronefs. Typiquement, on compte sur une trentaine de Rafale marines, même si au début de son histoire, il avait eu droit au duo Super Étendard et Rafale le temps que les Rafales soient commandées et arrivent dans la marine. Des hélicoptères de soutien pour te récupérer au cas où, je sais pas moi par exemple, ton avion part en cacahuète, et le Hawkeye qui est le radar ambulant. Cela ne sert à rien de lui cacher les choses, lui il voit tout. Non, 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 les textos secrets à ton ex, il les voit. C'est bien gentil d'être un mini aéroport flottant, mais du coup peut-être que lui tout seul, bah, il est un petit peu vulnérable, non? Spoiler, non, car sous son aspect d'un aéroport tout gentil, c'est aussi une arme de destruction massive, avec des missiles Aster 15, Mistral, des tourelles, des mitrailleuses, bref, la totale. Petit conseil, je vais pas trop m'approcher de lui, quoi. Non, non, j'ai pas trop envie là, non, pas trop, non, pas l'idéal. Mais pour des gens qui veulent littéralement un peu l'embêter, oui, il reste quand même vulnérable. Et surtout d'un point de vue politique et argent, perdre un navire qui coûte 3 milliards d'euros, d'un point de vue image, on se laisserait bien passer, quoi. C'est pour ça qu'il est intégré dans un groupe aéronaval. On a notamment des frégates anti-aériennes, frégates anti-sous-marines, parce que finalement, le plus gros ennemi de ces bébous, qu'est-ce que c'est? C'est les sous-marins. Mais aussi, pour se protéger des sous-marins et pour aller chasser d'autres porte-avions, il est accompagné d'un sous-marin d'attaque. À chaque fois que le porte-avions part quelque part dans le monde, il part avec son groupe aéronaval. Et là, vous allez me dire, mais comment ils font les marins pour manger? Bah oui, c'est vrai, parce que l'énergie, c'est pas un problème avec le nucléaire, mais pour manger, bah il faut bien nourrir au bout d'un moment les marins. C'est pour cela qu'il part aussi
avait des navires ravitailleurs pour nourrir les 2000 membres d'équipage. Après, en vrai, vu que j'adore manger à la cantine et que j'aime bien manger, hein, ça se voit, moi personnellement, un navire ravitailleur, pour moi, un tout seul, non, c'est pas assez. Deux, je pense que ça, ouais, c'est mieux. Le Charles de Gaulle n'a pas eu droit à une enfance facile, il a eu le droit à quelques problèmes. Il faut bien comprendre, et je ne vais dire absolument pas ça pour éviter d'avoir une surprise de la DGSI à 4h du matin demain matin, mais c'est que la France, elle avait certes créé le Clémenceau et le Foch, mais un porte-avions nucléaire, cela n'a absolument rien à voir, les technologies étaient différentes, donc déjà, pour bien commencer le projet, on a 5 heures de retard. Et bien évidemment, les années de retard, il faut les payer de quoi. Donc bien évidemment, le projet coûte plus cher. Ils ont dû élargir le pont pour le Hawkeye, car il avait trop bien mangé à midi. Au début de sa vie, une hélice s'est rompue en mer lors d'une traversée vers les USA. Par précaution, les deux hélices ont été remplacées. Le petit souci, vraiment pas grand chose, en fait, on n'avait pas d'hélice de rechange quoi. Il a fallu les remplacer par des hélices du Clémenceau. Avec cela, par précaution, le porte-avions brida sa vitesse maximale à 25 nœuds au lieu des 27 nœuds. Dans les autres problèmes, il y a aussi de fortes vibrations et de nuisances sonores jusqu'à 100 décibels à l'arrière du porte-avions. Ouais, 100 décibels constant, effectivement, et tu pars 4 mois en mer, ouais, non, là, c'est un enfer, c'est irrespirable. Après, il y a aussi quelques soucis un peu gênants en 3 fois rien, notamment en 2010, où il est parti pour faire une mission de 4 mois, sauf que le premier jour il arrive, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, il y a une panne électrique, du coup, il reste ok. Le mec arrive pour faire sa mission de 4 mois, et il est déjà en panne. Super. Et logiquement, la presse anglaise et surtout britannique ne s'est pas empêchée de critiquer nous, les Français, en disant que ce bébou était nul à chier. Bon, vu maintenant qu'ils ont la classe Queen Elizabeth et vu tous les problèmes qu'ils ont rencontrés avec des avions notamment aussi qui roulent, là, bizarrement, on les entend plus. Les Britanniques, les Anglais, ouais, là, ils marchent. Vos bateaux, ils marchent plus. Après ces problèmes de jeunesse, c'est bon, maintenant, ils marchent. Oui, mais pas tout le temps. Il a fallu passer les différents standards du Rafale, recharger les cœurs nucléaires qui mettent environ 15 mois. C'est comme si demain, vous aviez qu'une voiture pour aller au boulot et que vous faites un contrôle technique qui dure plus d'1 an. Cela veut dire aussi que si demain, au hasard, il y a un problème en Polynésie française, et que lui, il n'est pas disponible, voilà. On regarde, on fait, ouais, bon courage, hein, bon courage. Voilà. Bon, allez, café. De ce fait, l'activité du Charles de Gaulle connaît des indisponibilités structurelles. On estime qu'il est opérationnel environ 63% du temps. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est posé la question, mais finalement, on peut en faire deux. Enfin, je veux dire, à l'époque, on avait le Clémenceau et le Foch. Pourquoi pas un deuxième? Alors, dans l'idée, moi, je dis oui. Je dis oui tous les jours. Sauf qu'on ne parle pas juste de créer un nouveau porte-avions, on parle de créer un deuxième groupe aéronaval. Donc, il faut plus de frégates, plus de sous-marins, plus de remorqueurs, plus de tout, plus de marins. Ça va coûter cher là. Hein. Déjà que lui tout seul, le prix de fonctionnement par an, c'est de 100 millions sans coûter le groupe aéronaval, hein, donc sans coûter ses copains. En deuxième, ouais. Vous prenez les chèques ou pas? Alors, après de créer un deuxième porte-avions solo, on s'est dit, on va faire une coopération notamment avec les Britanniques pour créer un futur porte-avions. Ce projet a commencé en 2005-2006, mais encore une fois, on a dit, ok, on fait un projet, et puis finalement, rien. Certes, il a eu de nombreux problèmes et a été beaucoup immobilisé, mais Charles de Gaulle a un très beau palmarès. Il a fait l'Afghanistan, la Libye, le Moyen-Orient, la Méditerranée, l'Indo-Pacifique. Bref, le porte-avions a quasiment tout fait. Il a fait le tour du globe. Ouais, donc il voyage bien, quoi. C'est un bon baroudeur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que malgré les petits soucis de jeunesse, malgré son prix, malgré son coût de fonctionnement, c'est aussi un outil dissuasif. Sa présence dans une zone de conflit suffit à lui tout seul à peser diplomatiquement. Et souvent, quand un porte-avions est là, il y a aussi des détachements de navires alliés qui rejoignent ce groupe aéronaval. Ça renforce aussi l'unité entre les nations. Quand tu sais qu'il y a 40 000 tonnes de démocratie qui est à côté de toi, non, dans le film, t'es pas bien. Ouais, t'es pas bien. Tu dis, ouais, bon, finalement, je vais rien faire, je reste à la maison. Et c'est pour ça que les Américains, ils en ont 12, car ils adorent la démocratie. Malheureusement, même s'il est beau, splendide, magnifique, et qui me donne envie de faire des enfants, il sera bientôt remplacé par le futur porte-avions de nouvelle génération. Il sera 2 fois plus gros, 3 cm de long, et il est tellement gros, ce petit bébou, ce petit futur bébou, qu'on est obligé de créer un dock juste pour lui dans la rade de Toulon, juste pour lui. Ça se voit que lui, il a pris une double ration de frites. Les USA de leur côté, ils ont l'USS Général de Ford de plus de 100 000 tonnes. Ce n'est pas un porte-avions, non, c'est un super porte-avions. À l'époque, je vous rappelle que l'USS United States, on disait les Américains, ils sont un peu fous. Ouais, là, 100 000 tonnes, ouais, on commence à en parler là. Lui, c'est sûr, il a pris une double ration de frites et avec du dessert. Les USA et la France sont donc les seules nations au monde à avoir un tel dispositif et un atout majeur. Spoiler, pas du tout. Il y a de nouveaux acteurs qui rentrent
entre littéralement dans la cour des grands. À partir des années 2010, l'Asie assiste à l'essor d'une nouvelle flotte de porte-avions. Le 25 décembre 2012, la Chine a mis au service actif pour la première fois son premier porte-avions, le Liaoning. En décembre 2019, ils montent d'un cran avec leur premier porte-avions conçu localement, le Shandong. Et aujourd'hui, actuellement, la Chine sont en train de faire un porte-avions qui va envoyer du steak. Le type 003 Fujian, et c'est plus de 80 000 tonnes, le double du porte-avions français. L'Inde de son côté progresse aussi avec le Vikrant, qui est un porte-avions mais qui est un hybride avec ce que font les Européens, les Britanniques, les Chinois, enfin c'est un mélange de tout ça. Car il n'a pas de catapulte pour aider les avions à décoller et tout simplement droit à une ski jump pour éviter que l'avion fasse plouf. Cependant, lui comparé aux Britanniques qui n'ont pas de brin d'arrêt pour arrêter l'avion, lui, il les a. Il y a un essor magistral des porte-avions dans le monde. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes, mais la plupart du temps dans les océans, à les sillonner avec leur capacité diplomatique. Enfin, il ne faudrait surtout pas qu'ils croisent un sous-marin ou un missile hypersonique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi, lui, il va falloir que je le rende. Et nous, on rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode.